suivre un élève en particulier et laisser plus d'autonomie, en fait. C'est vraiment ça qui différencie maintenant, c'est qu'il y a vraiment plus d'autonomie pour les apprenants. Oui, Hélène? Moi, je voulais dire, enfin, je voulais rebondir sur la question de la posture, parce que j'en ai pas parlé, mais la posture du formateur, elle est vraiment dans une posture d'accompagnement. Quand je disais tout à l'heure qu'au niveau de l'APP, ça n'avait pas changé parce que nous, on était déjà dans cette posture d'accompagnement et pas tellement de face à face dans le cadre de l'APP. Mais là, dans la formation à distance, on est pleinement dans de l'accompagnement. Certes, l'apprenant, il a les ressources à disposition pour travailler, mais le formateur, il doit être disponible. Alors, des fois, c'est en direct, mais des fois, c'est aussi de façon asynchrone. Mais le formateur, il a vraiment il doit avoir cette disponibilité, soit pour rassurer, ou soit pour apporter des éléments d'explication supplémentaires. Là sur le plan pédagogique, et après, ça a déjà été dit, mais il y a aussi tout l'aspect technique où là nous pour le coup on a eu besoin d'avoir par exemple de mettre en place un kit de prise en main de la plateforme à distance pour accompagner les stagiaires qui pouvaient rencontrer des difficultés techniques cette fois-ci. Voilà. Si je peux compléter, c'est possible. Je sais pas si pour compléter ce qu'a dit Virginie, effectivement, dans ce qu'on retient nous surtout et dans nos formateurs, hein, au-delà des difficultés à créer des contenus digitaux, c'est pas forcément ça parce que forcément ils vont apprendre à créer de nouveaux contenus. La plus importante des révolutions pour eux, c'est pour des formateurs notamment dans notre domaine, c'est l'individualisation. C'est là où en fait c'est assez compliqué pour eux de devoir adapter en fait, où d'habitude ils avaient l'habitude de déclamer leurs cours et en plus on était dans un système d'heures où en fait de telle heure à telle heure je donnais mon cours et puis après c'était terminé. Là c'est complètement libre, je dois m'adapter à une personne et de composer aussi mon groupe. Ça c'est aussi là, je pense que c'est vraiment la révolution pour nous dans notre domaine de formation professionnelle, c'est l'individualisation. Mais pour moi, l'individuation, c'est également aussi, ça peut être ce qui peut rassurer les formateurs, comme je leur explique, parce que ce n'est pas la disparition de leur métier, le numérique. Au contraire, c'est un meilleur accompagnement, comme je l'ai entendu à plusieurs reprises, et un meilleur suivi. Ouais, c'est le mot digitalisation, c'est une première chose, mais c'est vraiment là où on essaie de travailler, nous, c'est comment on peut les aider à individualiser leur cours. Oui, et effectivement, ça pose aussi la question de l'accompagnement, aussi bien des apprenants et des formateurs. Donc, Hélène, vous aviez parlé justement des difficultés rencontrées pour la prise en main du LMS, surtout avec le public des APP. Deux mots pour parler des moyens pour accompagner les apprenants, les formateurs. Nous, on a mis en place des temps d'ateliers de prise en main, c'est-à-dire que les stagiaires ont comme une initiation, on va dire, de découverte à la plateforme. Alors, c'est vrai que nous, avec nos publics, c'est déjà pour certains compliqué d'aller mettre son identifiant, d'aller mettre son mot de passe. Donc déjà, d'essayer de simplifier les choses pour que ce soit des choses qui retiennent facilement. Nous, on est déjà très contents quand ils arrivent déjà à faire ça tout seuls. C'est déjà une première marche vers l'autonomie. Et puis après, c'est de prendre un temps pour découvrir la plateforme, découvrir les ressources, découvrir l'espace d'échange, vraiment d'avoir ce temps avec eux. Et c'est pas une fois, c'est pas deux fois, ça a besoin d'être sur plusieurs séances pour certains, pour que ça puisse s'ancrer et que ça puisse devenir quasiment un automatisme et facile déjà, ne serait-ce que dans l'utilisation. On pose aussi la question, là il y a une question posée, quelle démarche avez-vous entrepris pour acculturer les formateurs au NPIC? Je pense que cette question-là, on peut la poser à tout le monde.
étant donné que même peuvent avoir des difficultés, des réticences pour les formateurs qui interviennent chez vous, Hélène? Alors nous, on a eu des temps pareils, j'ai envie de dire comme pour les stagiaires, on découvre la plateforme ensemble. Et là, certains, déjà, de découvrir tout ce qu'on peut faire et de se dire, ah, mais tiens, je peux créer un parcours, ah, ben, tiens, je peux aller je peux aller rajouter des vidéos, je peux aller rajouter des supports que j'utilisais déjà dans mes temps de formation. Du coup, ça leur donne envie. Après, ils ont aussi besoin, pareil, d'un accompagnement technique, j'ai envie de dire, qu'on prenne du temps parce que ils sont comme tout à chacun, c'est-à-dire qu'on a peur de mal faire ou on a peur de ne pas y arriver. Et donc, du coup, le formateur de numérique est plus. C'est la personne qui passait du temps avec eux pour montrer un petit peu comment utiliser cette plateforme. Et puis, on a aussi fait le choix de pas généraliser, par exemple, la formation à distance à tout le monde, mais plutôt de le restreindre à des petits groupes pour démarrer, pour voir un petit peu comment ça se préparait, et sur des petits modules, pas forcément sur l'ensemble des formations. Voilà. Très bien. Merci, Hélène. Thierry, Oui, parfois, en ce qui concerne l'usage sur les plateformes, on prend le problème par le mauvais bout, en fait. On commence par former les enseignants sur la plateforme, alors que bien souvent, il est préférable de les former aux méthodes pédagogiques et d'envisager comment ça peut s'implémenter en termes numériques sur la plateforme. Et la plateforme en elle-même, si elle nécessite beaucoup de formation, c'est problématique. Parce que ça veut dire que la plateforme, dans le chat, il y avait une discussion sur l'ergonomie. Ça veut dire aussi que l'ergonomie, pour parler l'ergonomie fonctionnelle, donc hein, l'ergonomie c'est fonctionnel, ça veut dire que l'ergonomie n'est pas vraiment adaptée et qu'il faut montrer comment ça marche. On montre rarement comment ça marche quand on prend un smartphone quasiment. On ne regarde jamais la notice. Alors que sur un LMS, on a des tutos. Donc en fait, là, moi, je défends plutôt, on voit les méthodes pédagogiques et on regarde et on se lance sur la plateforme en disant, bah, je vais les reproduire. Ou je vais peut-être, et en les reproduisant, je vais peut-être m'apercevoir que je vais encore mieux les faire. Et quand je vais revenir dans le réel, j'aurais peut-être amélioré mes méthodes pédagogiques. Donc, il faut voir, il n'y a pas d'opposition entre technique et humain, il y a une synergie en fait. Ça peut être un accélérateur pour bien travailler les méthodes pédagogiques, et les méthodes pédagogiques peuvent être transposées d'une certaine manière, hein, c'est un peu dur de dire ça, sous forme numérique. Merci Thierry. Alors, je vais laisser Virginie et Jérôme sur la question de l'accompagnement, et on a encore une question sur l'individualisation des parcours qu'on pourra poser ensuite à Hélène. Virginie, sur le maintien de la relation. Oui, je voulais déjà rebondir justement un petit peu sur l'accompagnement. Sur notre plateforme Andara, en fait, lorsqu'on se connecte la première fois, nous, on a un petit tutoriel d'initiation, en fait, qui permet, par exemple, au début de choisir les vêtements de son personnage, vraiment de le personnaliser et de savoir un petit peu comment fonctionne la plateforme. Après, on peut également, donc ils disent d'aller dans une pièce, de cliquer sur telle ou telle chose, en fait, pour expliquer. Et on a également Ariane, qui est une assistante virtuelle qui permet de revoir à tout moment comment fonctionne la plateforme, que ce soit pour les formateurs ou pour les apprenants. Voilà, comme ça nous permet vraiment de bien prendre en main la plateforme. Ensuite, pour ce qui est donc le maintien de la relation avec le public et donc l'accompagnement du formateur vis-à-vis de l'apprenant, le formateur, en fait, comme vous voyez sur la capture d'écran, a plein d'informations concernant chaque apprenant pour pouvoir vraiment suivre son parcours. On peut voir depuis combien de jours il est inscrit sur la plateforme, les activités qu'il a réalisées, son temps de formation, également les réussites aux différents quiz, ce qui permet en fait de pouvoir vraiment,
comme on le dit tout à l'heure, accompagner l'apprenant et l'aider en fait sur les contenus, sur les sessions auxquelles il a le plus de mal. Donc, pour l'accompagnement, je ne sais pas si tu veux rebondir dessus, Jérôme. Non, après, ce qu'on a sur l'accompagnement aussi, alors dessus, c'est qu'ils peuvent aussi, c'est une des dernières choses qui a été rajoutée aussi sur la plateforme, c'est que non seulement ils ont effectivement Ariane, comme l'a rappelé Virginie, donc que soit un système de chatbot, donc la petite assistante virtuelle qui vient dessus, mais à n'importe quel moment, ils peuvent interpeller un formateur et le formateur est tout de suite avisé de la question de l'apprenant, donc l'accompagnement est là. On a des rappels aussi. Pour nos formateurs en disant voilà, le groupe est démarré, vous en êtes à tant de temps, vous avez tant de vos stagiaires, ils en sont à tel niveau. Donc, ça leur permet aussi de mieux suivre leur groupe et de ne pas attendre d'aller sur la plateforme pour savoir ce qui se passe dessus, en fait. Pas plus. Oui, il y avait une question pour vous, c'est la plateforme, cette plateforme de campus, comment elle a été perçue et reçue par les apprenants et aussi sur la prise en main. Globalement, plutôt bien perçu. On va dire, voilà, c'est surtout le jeu au départ, parce qu'en fait, on n'a pas l'appréhension, on arrive dans un jeu comme la prise en main d'un smartphone, en fait, c'est assez simple, l'ergonomie, la prise en main de la plateforme. Alors, bien sûr, je l'ai testé parce que cette plateforme-là, on l'a testée, elle a été expérimentée pendant un petit bout de temps sur différents types de publics, sur différents endroits de la France, pour voir si effectivement, en fonction de l'âge, de la catégorie, du diplôme visé, comment on interagissait. Et finalement, la plateforme a été plutôt bien perçue, le modèle est dessus. Et ce qui m'a valorisé, alors je vous lirai au départ, ce qui m'a permis de partir sur la plateforme, c'est l'engagement de ma fille. C'est-à-dire que quand j'ai lancé un projet et je lui dis, tiens, regarde, je vais apprendre à former sur ça, elle m'a dit, bah, écoute, c'est super. Donc, je me suis dit, si déjà à son âge, ça lui plaît, je pense que je pourrais embarquer le plus jeune. Et moi, qui est un petit peu plus ancien, ça me plaisait aussi. Donc, je me suis dit, c'est aussi intergénérationnel comme système aussi d'engagement auprès des apprenants. D'accord. Et on a une dernière question aussi. Combien de temps a duré le projet Andara, l'analyse de besoins au déploiement, le test? Il a commencé, je ne sais pas, j'espère qu'il ne se finira jamais, puisqu'on essaie de l'améliorer. Donc, je peux vous dire qu'il a commencé il y a 6 ou 7 ans dans ma tête. Et voilà, je ne sais pas, Virginie est là en plus. Donc maintenant, je sais que j'ai une équipe autour de moi pour continuer à le faire vivre. Donc, il durera jusqu'à temps qu'il doit durer. Ok. Alors, bon, on termine les questions sur cette plateforme. Quels outils de mesure avez-vous utilisés pour mesurer la satisfaction des apprenants par rapport à l'outil? Si tu veux, vas-y, Virginie. Non, mais il y a un questionnaire en fait qui est effectué donc à chaque fin de formation. Voilà, pour savoir un petit peu donc les retours des apprenants, ce qu'ils veulent en plus, ce qu'ils aimeraient avoir en plus, ce qui a changé, s'ils ont trouvé certains bugs, parce que ça peut toujours arriver. Hein. Et voilà, dans l'ensemble, ils étaient tous satisfaits. Là, donc, on a également, par exemple, les réponses de Akbouj Nourdine, Voilà. qu'on remercie pour sa participation pour ce webinaire. Donc, il a suivi une formation CQP-APS et une formation SIAP 1. Donc, quand on lui a demandé qu'avez-vous pensé d'Andara, il a trouvé que c'était très pédagogique, efficace, simple de compréhension. Donc, il a trouvé ça vraiment simple d'utilisation. Les avantages de la plateforme, donc c'est, comme on le disait tout à l'heure, que ce soit accessible partout, rapide, que ça propose un suivi de l'apprentissage de l'apprenant. C'est ce qu'il a aussi trouvé au sein de cette plateforme. Et donc, ce qu'il voudrait en plus, c'est plus de vidéos et plus de tests. Donc, il voudrait davantage de contenu. Donc, c'est que ça a l'air de lui convenir. C'est ce qu'on a ressenti au niveau de beaucoup d'apprenants, en tout cas. Très bien. Alors, je vois qu'il y a 2 participants qui ont levé la main. Thierry? Oui, alors oui, par rapport aux évaluations, il y a beaucoup de choses à dire, mais sur une plateforme, sur la plateforme Mandara, ça ne fera pas exception, j'en doute pas. C'est l'exploitation des logs qui permet de vérifier la fréquence en fait. La fréquence de fréquentation de l'apprenant, hein, évidemment.
la durée, la lecture de vidéos jusqu'au bout. Ça permet de mesurer on peut avoir des indicateurs comme ça pour mesurer la persistance en fait de l'apprenant dans un dispositif technique. Bon, après, il y a des échelles aussi des échelles de questionnaires qui sont possibles, hein, comme le modèle du TAM, Technology Acceptance Model, dans ses différentes versions, qui sont très utiles. Mais on pourra en reparler. Oui, si tu peux le mettre en discussion, enfin, juste le terme, parce que c'est vrai qu'on pourrait refaire un atelier justement avec ça, ouais. sur cette acculturation au terme. Ouais. Également, si possible, dire effectivement sur notre plateforme aussi, en parlant d'engagement, ce qu'on a fait aussi au-delà de la formation classique qui doit être suivie, on a également en fait rajouté un système de learning point avec des quêtes à réaliser à l'intérieur de la plateforme. Donc, c'est-à-dire d'engager leur participation, nous proposant du contenu en allant réaliser certaines choses ou certaines fonctionnalités de la plateforme. La réalisation de ces quêtes, ça amène à pouvoir avoir un degré supplémentaire, un grade supplémentaire dans notre plateforme qui peut amener à des petits bonus, c'est-à-dire amener du contenu caché, qui n'est accessible que si j'ai acquéri ces missions-là. Donc, ce n'est pas de la formation classique, c'est de la formation à l'utilisation de la plateforme. Donc, ça renforce aussi l'engagement des apprenants parce que, ben voilà, attention, et puis des fois, en fait, il y a des durées. En fait, c'est accessible pour tel grade, de tel jour à tel jour. Donc là, ça renforce aussi dessus la plateforme. Et puis, l'un des meilleurs outils quand on a déposé notre projet de mesure de la satisfaction, pour moi, elle était dans l'engagement, mais aussi, on a pu le mesurer en fait sur le client final, c'est-à-dire sur les personnes qui emploient les gens qui ont été formés sur notre plateforme. Et la satisfaction, c'était également de remarquer qu'au-delà du même taux, parce que le taux est déjà assez élevé dans nos domaines de certification, c'était que beaucoup plus étaient à l'aise dans leur poste parce qu'ils avaient mieux à se servir de l'outil informatique. Et forcément, dans leur vie de tous les jours, de devoir rendre compte, c'est important dans notre métier, et ben, ça fluidifiait leur capacité à travailler. Très bien. Très bien. Alors, voilà, on va rester toujours sur le thème de l'accompagnement avec une question pour Thierry Sobanski. Finalement, quelles questions sont posées à travers la problématique de l'accompagnement? Est-ce que tu peux en dire deux, trois mots, quand même plus? Je vais essayer de dire un peu plus que deux, trois mots, parce que c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre plus grosse problématique. Et depuis, on va dire, un peu plus d'un an, les sollicitations que l'on avait déjà à une époque, mais se sont décuplées à une vitesse assez phénoménale. Alors, on a renforcé tout un dispositif que l'on avait déjà en place. On l'a conforté, ce qui nous a permis d'ailleurs d'améliorer certains points. Je dirais qu'il y a trois pans sur la partie formation des enseignants. Il y a un pan, on va dire, technologique. Il y a un pan au sens outillage technologique. Il y a un pan pédagogique, mais au sens de l'outillage. Et puis, il y a le pan pédagogique pur. Comme il a dit tout à l'heure Thierry, je pense que le plus important, c'est la partie pédagogique, parce qu'on est bien sûr une réflexion pédagogique, mais néanmoins, donc, on est obligé de former nos enseignants sur les outils qu'ils vont utiliser. Donc, on a mis des processus de formation. Donc, tout nouvel enseignant qui arrive chez nous et tout ancien enseignant qui a envie de maîtriser davantage certaines choses peut s'inscrire à ces processus de formation qui sont faits de manière collective ou individualisée. Alors là aussi, on a dû nous adapter à toutes les formes possibles. Il est évident que pour nous, c'est plus simple quand c'est collectif, mais malheureusement, on a par exemple quelques médecins qui opèrent. Ils ont des emplois du temps qui sont un peu abominables, donc on est parfois obligé d'aller se déplacer, de faire la formation en individuel. Mais l'outil technologique, il est quand même important parce que l'enseignant va être amené à utiliser un ordinateur portable, un smartphone, va être amené à utiliser un studio d'enregistrement, va être amené à utiliser un outil de brainstorming ou un outil collaboratif. Donc, il faut le former à ces outils pour qu'il soit à l'aise, parce qu'il y a toujours la crainte
pour un enseignant de perdre la face à son public. Hein. Ça reste un peu ancré ça, chez certaines personnes. Et donc, il faut qu'on arrive à dépasser ce cap pour les rendre les plus à l'aise vis-à-vis de cet environnement qu'ils vont devoir utiliser. Alors pour cela, on a nous aussi renforcé certaines choses. Par exemple, certains enseignants vont faire les premières classes, par exemple, même lorsqu'il s'agit de distanciel, vont les faire chez nous et on va les accompagner par des personnes qui vont être à côté d'eux et qui vont les aider à répondre à des questions qu'ils se posent, parce qu'en cas de stress, parfois on oublie certaines choses, et quand on n'est pas au départ un féru de certains outils technologiques, on peut avoir ce sentiment d'être en perdition. Eh bien, on les accompagne, et puis on les accompagne une fois, deux fois, trois fois, voilà, jusqu'à ce qu'ils puissent se sentir à l'aise sur cette partie technologique. Une fois qu'on a ce cap-là qui est ancré, enfin, ce n'est pas une fois d'ailleurs, en parallèle, on parle aussi des outils technologiques, c'est-à-dire des outils pédagogiques. C'est-à-dire que quand on présente un outil, il a une finalité qui est une finalité pédagogique. Cette finalité, ils ne l'aperçoivent pas tout de suite au départ, mais il est important quand même qu'ils puissent être formés à. Et par exemple, comment, tout à l'heure, on parlait de vidéo et de limiter le temps d'une vidéo. Alors, c'est des choses qu'on fait évidemment, mais on peut aussi, à l'intérieur d'une vidéo, mettre un questionnaire. Donc, montrer, par exemple, comment on va mettre en utilisant H5P, par exemple, un moyen de stopper la vidéo pour qu'on puisse poser une question sur ce qui vient de se dérouler de façon à autoriser la poursuite de la lecture. Voilà, ce sont des choses que l'on met, mais on est bien sur un outil pédagogique, c'est-à-dire comment faire cette interrogation au sein de cette vidéo. Et puis ensuite, il y a le troisième pan qui est le plus important, qui est la pédagogie. C'est-à-dire, cette fois-ci, on va être sur comment je pense mon enseignement, comment je le repense, comment le fait de passer avec des outils numériques, comment le fait de passer avec du distanciel, du synchrone, de l'asynchrone, fait que je suis obligé de repenser mon enseignement autrement. Et donc là, nous, on a choisi d'avoir un certain nombre d'actions. Donc, on a des actions qui sont bien évidemment de la formation, de l'accompagnement d'ailleurs qui est individualisé aussi parfois, hein. Mais on a aussi créé ce qu'on appelle des communautés. Et donc, on a créé des communautés qui se peuplent au fur et à mesure, c'est-à-dire les gens viennent par comme ils le souhaitent, aussi bien dans la communauté que dans le point de rendez-vous de la communauté. Par exemple, on a une communauté qui s'appelle le Cercle, qui se tient tous les 15 jours, donc alternativement entre midi et 2 et entre 14 et 16, de manière à pouvoir être accessible aux personnes qui ont des difficultés d'horaire, des contraintes d'horaire. Et donc, les personnes viennent tout simplement partager des problématiques. Alors, on essaie généralement de mettre une thématique particulière qu'on aborde de manière un petit peu plus formelle, et puis on répond également à des questions plus informelles, en ayant toujours dans la partie des personnes qui vont animer cette communauté les deux angles, c'est-à-dire l'angle pédagogique et l'angle numérique. Et on essaie toujours de glisser de l'un à l'autre. Parce qu'on considère que la pédagogie évolue, mais là, elle évolue parce que la technologie évolue, le numérique évolue, mais d'un autre côté, le numérique est au service de la pédagogie. Donc, on essaie toujours d'avoir un glissement des deux pour répondre à des questions que peuvent se poser les personnes. Par exemple, si quelqu'un arrive dans cette communauté et puis dit moi, je suis embêté parce que quand je démarre ma séance de cours, eh bien, les étudiants, je ne sais pas ce qu'ils font. Est-ce qu'ils sont actifs ou pas? On va présenter, on va parler d'ice-breaking, on va parler de comment rendre un petit peu plus dynamique ce début de séance. Et puis derrière, on va glisser sur des solutions qui peuvent exister, des solutions qui peuvent se décliner en présentiel ou en distanciel, en utilisant le numérique ou pas d'ailleurs. Voilà. Donc ça, ce sont des choses que l'on fait régulièrement, donc on appelle les cercles, où on a beaucoup d'enseignants qui viennent partager des expériences. Et en fait, ce partage d'expériences permet de libérer la parole aussi à ceux qui n'osaient pas parler. Et puis finalement, ça crée une dynamique au sein de la communauté. On a créé un deuxième communauté qui s'appelle le sur le jeu. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de gamification, mais c'est un élément important dans la pédagogie, d'un moment donné, de pouvoir avoir cette variété. Quand on était, enfin moi j'ai enseigné pendant des années, quand on était sur l'estrade face à un public, on sait très bien qu'à un moment donné, il faut faire des pauses. Les pauses, ça peut être tout simplement en sortant une blague ou en faisant quelque chose. Mais comment peut-on mettre cette gamification quand on passe à une échelle du numérique et comment peut-on avoir ce process de ludification dans les ressources, les activités que l'on va mettre à disposition.
Donc, voilà. Et donc, encore une fois, du partage d'expériences qui se traduit parfois par la création de jeux au sens des serious games, mais aussi de jeux de plateau qu'on peut imaginer. On a déjà fait danser des étudiants dans l'amphi. Donc, ce sont des choses qui permettent de créer cette dynamique et d'avoir un apprentissage qui, au final, se déroule dans les meilleures conditions et pour tous, y compris d'ailleurs pour l'enseignant. Il ne faut pas oublier que l'enseignant qui est, en particulier pour ceux qui sont tombés dans le synchrone, visioconf uniquement, qui sont 2 heures face à une caméra, c'est un peu fatigant aussi. Il faut leur apprendre à avoir ces temps de respiration et ces temps de break, de pause et d'interaction qui facilitent la vie de tous. On a mis en place ce qu'on appelle des carrés. Cette fois-ci, on est plus centré sur une question de recherche. D'ailleurs, cette fois-ci, on se pose la question, mais finalement, ce que l'on met en place, quel est l'impact que ça peut avoir? Parce que c'est bien de mettre des pédagogies innovantes. Moi-même, j'ai pratiqué de la classe renversée, mais au final, qu'est-ce qu'il en reste à terme? Est-ce que c'est quelque chose qui va renforcer l'apprentissage ou au contraire, c'est quelque chose qui est un mouvement, ce qu'on appelle dans la hype curve, et puis qui va s'essouffler par la suite? Donc, on est là pour échanger cette fois-ci, pour capitaliser des données. Et donc, comme le disait Thierry, on récupère aussi des données de nos plateformes de manière à pouvoir essayer d'en tirer des choses, en particulier sur la notion d'engagement, c'est-à-dire en quoi ce que l'on fait renforce l'engagement des apprenants dans les activités qu'on met à disposition, et en quoi finalement, alors là c'est un peu plus délicat parce qu'on n'a pas un historique suffisant, mais en quoi on constate qu'il y a une amélioration de résultats, ce qui est toujours un peu délicat à faire. Donc on va dire qu'on est plus sur de la recherche clinique que sur de la recherche fondamentale, parce qu'on est sur des observations, sur des périmètres qui sont parfois un peu limités dans les échelles de temps. Et puis on termine par des dernières choses que l'on fait de manière très, très régulière. Donc les 2 précédents, c'est tous les mois. On fait des ateliers qui ont lieu généralement tous les trimestres. Cette fois-ci, ça se passe sur une demi-journée et on fait intervenir en plus des experts. Donc des gens qui vont venir faire soit en amont un témoignage, soit en aval, un débriefing de tout ce qui a pu être réalisé. Mais alors la chose qui est commune dans les 4, que ce soit cercle, cube, carré ou atelier, on s'arrange toujours pour qu'il y ait une partie active, c'est-à-dire les personnes vont réaliser quelque chose. Donc si à un moment donné, par exemple, le but du cercle, c'était de parler de l'interaction, on va leur faire manipuler WooClap. Si le but, c'était de parler de, je ne sais pas moi, d'être capable de faire du brainstorming, on va leur faire utiliser un autre outil comme Miro, par exemple. Voilà. Et donc, et puis ça peut être une activité Moodle ou autre. Mais à chaque fois, on les met en position de faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on a constaté parce que nos enseignants sont un peu comme nos apprenants. À un moment donné, ils ont besoin aussi de toucher, de faire pour s'approprier complètement ce que l'on met en place. Et donc, ça nous permet, ces communautés, d'impliquer des gens, de les faire rentrer dans les communautés et puis de les faire grandir avec les autres en profitant des expériences de chacun. Et donc, pour terminer sur ce qui est écrit sur l'acculturation aux outils technologiques, je pense que voilà, on est dans cette génération où on parle beaucoup d'outils technologiques, d'outils numériques, et je pense qu'il faut vraiment le prendre comme je repense ma pédagogie et j'essaie de trouver la solution qui répond à mon besoin. On est aussi dans une société où il y a énormément de choses nouvelles qui arrivent. Ce n'est pas la course en avant, il ne faut pas toujours être le plus vite possible, il ne faut pas avoir le dernier outil, ça ne sert à rien. On est vraiment sur son enseignement et on essaie de trouver une réponse qui correspond à ce que l'on veut faire. Donc l'acculturation va se faire au fur et à mesure en utilisant des outils que l'on va maîtriser de plus en plus et au fur et à mesure, on va avancer pour éventuellement passer à d'autres solutions qui existent. Alors tout ça, ça concerne essentiellement les formateurs. En ce qui concerne les apprenants, donc on a parlé de PIX, qui pour moi est quelque chose de très important, ne serait-ce que pour avoir cette culture numérique qui permet de bien d'être en bonne position pour apprendre sur l'environnement. L'environnement au sens large, c'est-à-dire on parle aussi par exemple de droit, de droit du numérique, c'est quelque chose qui est important, de culture informationnelle, ce sont des choses qui sont importantes. Et puis, ce qu'on demande aussi à nos enseignants, c'est dans tous leurs enseignements, eh bien, de consacrer, pour ceux qui interviennent dans les premiers cours des semestres, eh bien, de montrer aux étudiants et de prendre un petit peu de temps supplémentaire pour qu'eux-mêmes sachent utiliser les outils. Il ne faut pas oublier que l'étudiant, lui, va être confronté à 2 choses. Il doit apprendre la matière, la discipline,
mais aussi il doit apprendre la façon dont on lui apprend la discipline. Et parfois, il est un peu perdu. Et donc, on a besoin de consacrer un peu de temps pour qu'il puisse bien comprendre l'environnement et la façon dont il va se mettre dans ce processus d'apprentissage. Très bien, merci, merci Thierry. Alors, il nous reste pas trop longtemps, enfin, il nous reste une vingtaine de minutes. Je propose qu'on compacte les deux dernières questions posées, donc celle sur le choix, le choix de la solution LMS, du coup, avec la question des perspectives et des évolutions, et on essaiera de répondre aux dernières questions. Thierry Danquini, du coup, sur le choix. On passe aux critères de choix, c'est ça? Oui, sauf si tu as deux mots à dire sur Oh, juste deux mots. Oui, d'accord. Je vais vraiment dire deux mots. C'est juste Mm. sur, on attache. Bon là, je partage tout à fait ce qu'a dit Thierry. En fait, c'est vrai qu'on travaille beaucoup. On fait beaucoup de choses avec les enseignants. Ce qu'il n'a peut-être pas dit et qu'il fait, mais et qu'on fait aussi, c'est l'approche par compétences. Et c'est la transformation pédagogique. Et là, pour nous, c'est un levier important. Et l'approche par compétences, pour revenir au LMS, permet nécessite de créer des référentiels de compétences qui sont implémentables dans une plateforme et qui donnent aussi aux étudiants un contexte d'apprentissage différent auquel ils doivent s'adapter. Et donc, on doit accompagner les étudiants dans cette nouvelle approche. Et le numérique va jouer forcément une part non négligeable, puisqu'ils seront parfois à distance pour, par exemple, utiliser un portfolio de compétences ils devront apprendre à utiliser, apprendre à distinguer ce qu'est une trace, qui deviendra une preuve. Voilà, donc l'apprentissage du portfolio. Donc, voilà, ça nécessite donc vraiment un accompagnement des étudiants. Et sur les apprentissages, le numérique peut être un appui, mais ça peut être un handicap. Et tout l'art en fait qu'on développe encore assez peu et que je défends toujours, c'est de repérer les mauvaises habitudes qu'on peut avoir avec le numérique et qui finalement nous privent d'un potentiel qu'on a mais qu'on n'utilise pas. On peut dire la même chose quand on n'utilise pas de numérique. Mais c'est important d'étudier comment les étudiants utilisent le numérique à l'extérieur de l'école, de l'université ou à l'intérieur, euh, et comment on pourrait améliorer cette expérience utilisateur au bénéfice de l'apprentissage. On a un projet qui s'appelle Actimemo à base de flashcards qu'on est en train de développer, qui va sortir très prochainement en juin, qui travaille sur la mémoire et la rétention de l'information, donc un usage des technologies. Je m'arrête là, vraiment beaucoup de choses à dire. Voilà, j'ai fait une thèse de 300 pages dessus. Donc... Bon, on pourra refaire un webinaire Voilà. spécialement Alors, là-dessus. passons aux choses sérieuses. Les critères de choix. On a dit beaucoup de choses déjà. Donc, on l'a redit avec Thierry, il faut d'abord penser les méthodes pédagogiques. En fait, c'est ça le principal, c'est de chercher l'outil qui nous permet d'implémenter des méthodes pédagogiques. Mais si malgré tout, on fait pas ça, on va découvrir le potentiel d'une plateforme et on va peut-être découvrir des méthodes pédagogiques auxquelles on n'avait pas pensé. Donc ça, c'est... Voilà. Alors, donc déjà, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise plateforme. Je veux dire qu'il y a que de mauvais usages, parce que finalement, toute plateforme a des défaillances rédhibitoires, elles peuvent être instables, il peut y avoir des failles de sécurité, des bugs techniques, mais globalement, c'est vraiment une plateforme et c'est vraiment ce que vous en ferez qui sera important. Ce n'est pas la solution ultime. D'autant plus que les outils peuvent être détournés. Et donc, l'intérêt d'une plateforme, si un atout qu'il faudrait relever, c'est sa malléabilité. C'est comment cette plateforme permet à l'utilisateur de créer son propre environnement d'apprentissage.
Ça, c'est quelque chose de fondamental. Si cette plateforme est rigide comme du béton, eh bien, ça devient très contraignant pour l'utilisateur. C'est comme si, par exemple, voilà, c'est toute la différence entre votre maison et un hôtel. Dans un hôtel, vous ne pouvez pas repeindre les murs. Bon, bah, il y en a qui le font peut-être, mais chez vous, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. C'est toute la différence, par exemple, entre une MDE et un Learning Center, où dans un MDE, bah, les étudiants, ils griffonnent partout, ils mettent des affiches, et dans un Learning Center, ils doivent laisser les murs tout blancs et tout propres. Donc voilà, c'est cette appropriation des dispositifs qui est important, et ça doit l'autoriser. Et donc, ça veut dire que le dispositif doit être ergonomique, c'est-à-dire qu'il doit permettre, ben, comme je le disais à une participante, en quelques clics, voire en moins de 3 clics, d'obtenir ce qu'on veut. Donc ça, c'est l'ergonomie, les boutons doivent être accessibles, mais ça doit aussi procurer du plaisir. On en a parlé avec les conférenciers, c'est le design en fait. C'est la partie émotionnelle qui concerne l'expérience utilisateur. C'est un petit peu comme si voilà, vous jouez avec un jeu vidéo. Bah, le jeu vidéo, il faut que les boutons ils soient bien placés pour que vous puissiez appuyer dessus. Mais en même temps, le fait d'appuyer sur un bouton, ça doit vous donner du plaisir. Sinon, c'est pas design. Bon, voilà. Et donc, une plateforme, ça doit procurer quelque part dans l'usage un certain plaisir. Euh, alors, et bien entendu, ce que j'expliquais, c'est aussi l'importance du TAM, le Technology Acceptance Model. C'est Fred Davis qui a sorti ça dans sa thèse en 89, qui a pour but, en fait, de prédire l'usage d'un utilisateur. Alors, bon, un dispositif, dans la définition, je ne vais pas trop m'étendre, doit être utile, il doit être utilisable et acceptable, culturellement acceptable. Et ça fait un peu référence au questionnement socratique. Est-ce juste, est-ce vrai, etc. Voilà. Donc, le TAM, c'est un questionnaire avec des modèles préexistants qui peuvent être très utiles pour étudier le dispositif. Quoi qu'il en soit, les critères à prendre en compte, et pour finir un peu là-dessus, de toute façon, dans une plateforme, il doit absolument y avoir la possibilité d'inscrire les étudiants. Il doit y avoir la possibilité de faire du suivi, du reporting. Et ça, c'est pour les managers, c'est pour le M de management du LMS. On doit pouvoir avoir des stats d'usage pour réagir, pour adapter les dispositifs. Ça doit pouvoir implémenter des séquences pédagogiques multiples et variées. C'est pour ça que dans un LMS, on doit pouvoir, je prends l'exemple de Moodle que nous avons choisi à Lille et que tout le monde a choisi quasiment, on peut y ajouter des plugins, comme je disais tout à l'heure, qui vont permettre de faire des choses, de simuler des choses qu'on ferait dans la vraie vie. Donc, la richesse des plugins, c'est aussi en lien avec la richesse de la communauté qui va autour. Parce que si vous avez une plateforme qui n'a pas de communauté d'usage, ça devient compliqué. Nous, autour de Moodle, si on l'a choisi, c'est parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de Moodle. Et donc, nécessairement, on peut beaucoup échanger avec les collègues. Dans les Hauts-de-France, par exemple, on n'a qu'une université qui utilise Sakai, mais malgré tout, on les aime bien à l'ULCO, il n'y a pas de souci, mais ça nous permet d'échanger pour différencier un petit peu nos approches, ça nous permet de contraster et de comprendre pourquoi une plateforme est mieux qu'une autre. D'un point de vue technique aussi, une plateforme doit résister à la montée en charge. Alors évidemment, si on est à l'échelle d'une petite entreprise, ça ne pose pas de problème. Si on est à l'échelle d'une université où il y a 80 000 étudiants, comme l'université de Lille, eh bien, je vous garantis que ça devient compliqué quand on doit, en période de Covid, faire des examens avec 2000 connexions simultanées. Là, on a eu des cas où, justement, eh bien, la plateforme n'a pas résisté et on a eu des défaillances. Et là, c'est très problématique en termes comment dire, en termes juridiques et en termes de recours. Alors ensuite, la question à se poser, c'est est-ce que vous souhaitez du propriétaire ou de l'open source? Si vous choisissez du propriétaire, eh bien, ça signifie peut-être que vous voulez être tranquille et vous n'avez pas d'ingénieur informatique dans votre entreprise. Et dans ce cas-là, vous êtes sur le cloud et
vous disposez d'une plateforme complètement hébergée et vous êtes tranquille et les mises à jour sont faites par un prestataire extérieur. Si c'est open source, le propriétaire est payant, bien sûr. Si c'est open source, eh bien là, c'est gratuit. Mais ce qui n'est pas gratuit, par contre, c'est la gestion administrative, financière et technique de la plateforme, évidemment, puisqu'il faut soi-même faire les mises à jour. Il faut s'assurer que nous ne sommes pas hackés. Actuellement, c'est très à la mode. Et donc, il y a tout un nombre de précautions énormes à prendre. Et puis, la montée en charge, bah, c'est vous qui l'assumez. C'est-à-dire que vous devez comme on dit, scaler c'est-à-dire agrandir pour simplifier votre plateforme pour permettre d'assurer la montée en charge. Et parfois même, des services informatiques ne peuvent malgré tout pas le faire dans les établissements. On l'a connu durant la période de Covid. Alors, notre choix à Lille, ben, nous, c'est Moodle, qu'on couple en général avec le portfolio Mahara, qui sont liés, parce que ça, c'est important aussi de prendre des plateformes qui s'intègrent dans un écosystème. Vous prenez Zoom, par exemple, il y a une marketplace très fournie qui vous permet en fait d'ajouter un tas de plugins. Si vous prenez par exemple WordPress, qui est un logiciel pour faire des sites web, eh bien, vous avez des plugins comme par exemple LearnDash, Lifter LMS aussi, qui permettent de faire d'étendre en fait votre WordPress. Donc en fait, l'intérêt aussi, c'est donc de choisir un outil suffisamment utilisé, suffisamment connu pour qu'il attire en fait l'écosystème et qu'il attire en fait des startups qui créent en fait des plugins et des apps et des applications disponibles pour la plateforme. Voilà à peu près ce que je peux dire. On peut trouver comment dire, des ouvrages réguliers, annuels, qui permettent d'avoir une réponse sur ces choix, sur ces demandes de critères. Vous avez par exemple Statis, vous avez FFOD, non, FFO, ouais, FFOD, qui permet qui publie annuellement un résumé en fait des grandes tendances des évolutions des plateformes et qui liste aussi un certain nombre de critères. Globalement, pour une université, je ne vous cache pas qu'on tombe bien souvent sur Moodle. Ça rend en fait le paysage assez triste. Certaines universités utilisent Claroline ou Sakai ou Camilo encore, mais globalement, c'est quand même Moodle qu'on va retrouver le plus souvent, qui peut être utilisé aussi bien sûr dans des offreurs dans des fournisseurs de formation, évidemment, des offreurs de formation. Ok, voilà, merci. Voilà ce que je peux dire. Je n'ai pas été trop long. Merci Thierry. Bon. Je vais demander à Thierry Soronski d'enchaîner, puis on essaiera. Oui, Nicolas me dit il reste moins de 10 minutes. Et du coup, pour laisser aussi peut-être un peu de temps, pour répondre aux questions, et puis à Jérôme Lagneau pour préciser ses critères de choix aussi de la LMS. Voilà. Ok, je vais essayer d'être assez court, assez bref, alors pour laisser du temps aux questions. Simplement, le point sur lequel je voulais insister dans ces critères de choix de LMS, bon, nous sommes, nous aussi, à l'Université catholique de Lille sur Moodle, hein, donc, et qui, je dirais, au niveau des fonctionnalités, répond complètement à ce que l'on souhaite utiliser aujourd'hui. Hein, donc, ça marche très bien et on le maîtrise. Mais néanmoins, on voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché qui apparaissent. Et j'ai voulu les mettre sur 4 angles. En fait, il y a des acteurs qui arrivent par le biais technologique,
des plateformes comme Google Classroom, hein, qui commencent par exemple à arriver, ou Microsoft Teams. En fait, ce sont des acteurs qui étaient présents sur un certain nombre de technologies. Hein. Typiquement, si on prend Microsoft, traitement de texte, bureautique, etc. Et en fait, ils sont tout doucement en train de grignoter des parts et d'arriver en essayant d'ouvrir leur plateforme pour qu'elle puisse implémenter finalement ce que l'on trouve sur une plateforme de type Moodle, hein, ou autre. C'est-à-dire les notions d'activité, les notions d'interactivité, avec peut-être une chose néanmoins qui est présente sur pas mal de ces plateformes que l'on n'a pas sur Moodle, c'est le côté collaboratif. Donc voilà, cette possibilité d'offrir d'emblée cet espace collaboratif de rédaction à plusieurs mains de certaines choses qu'il nous faut implémenter de manière un petit peu différente quand on est sur Moodle. Voilà, donc il y a quand même des acteurs qui arrivent par ce biais-là. Il y a des acteurs qui arrivent par le monde des usages et qui, si on prend par exemple les plus récents, prenons des acteurs comme Virbela, comme Global, ce sont des acteurs qui essaient de rentrer sur soit le monde de la réalité virtuelle, soit le monde des réseaux sociaux et des communautés, et qui visent à répondre à des objectifs qui sont aujourd'hui non couverts par les plateformes traditionnelles. C'est-à-dire comment, un petit peu ce qu'on a vu dans les plateformes précédentes, comment j'ai la possibilité de rentrer dans un environnement soit modélisé en 3D, soit modélisé à plat, avec cette possibilité d'interagir avec d'autres. Et donc de créer cette notion de travail ensemble dans une situation et de pouvoir bouger de lieu pour travailler sur autre chose. Et donc, c'est la notion d'avatar qui se déplace de lieu en lieu et on peut aller plus loin sur ces plateformes-là en allant jusqu'à ce qu'on appelle de l'immersif, c'est-à-dire c'est la voie sur laquelle on se développe actuellement, on travaille aussi. Comment rendre finalement ce qui est aujourd'hui le plus délicat à rendre à distance, la notion de pédagogie immersive. On a des approches contenues aussi qui nous arrivent et sur lesquelles on est confronté. Prenons un exemple simple. LinkedIn, tu parlais de portfolio. Alors nous aussi, on est sur ces démarches portfolio avec Mahara, Karuta, les exemples assez simples. Mais finalement, quand on arrive sur une insertion professionnelle, on sait que c'est LinkedIn aujourd'hui qui est le plus utilisé en termes de recrutement. Mais LinkedIn, par exemple, aujourd'hui, offre un catalogue de 16 000 cours. Et donc, 16 000 cours qui sont mis à disposition. Donc, on a des acteurs qui arrivent par des approches contenues. Si on est dans des spécialités informatiques, Microsoft, Amazon offrent des formations à des technologies particulières, en particulier sur le monde du cloud, qui vont permettre tout simplement d'intégrer la vie professionnelle plus facilement. Donc, il faut aussi intégrer ces acteurs qui aujourd'hui étendent leur spectre pour aller un peu plus loin, voilà, donc d'une manière générale. Et puis, dernier acteur qui arrive, et je pense sur lequel il faut quand même qu'on s'interroge, c'est finalement des réponses qui sont particulières à des besoins qui ne sont pas forcément satisfaits. Prenons l'exemple du numérique. Aujourd'hui, les formations en numérique n'arrivent pas à fournir suffisamment de personnes par rapport aux besoins des sociétés qui travaillent dans ce domaine-là. Eh bien, on a des grands acteurs qui n'ont rien à voir avec le numérique au départ, dans la formation tout au moins, et qui s'y mettent. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, Vivendi, Havas et Bolloré se sont associés pour créer une école du numérique qui permet de former des gens qui sont de Bac+2 à Bac+5. Roubaix vient d'annoncer une école du numérique qui est consacrée à la vente. Donc cette fois-ci, ils intègrent complètement l'ensemble de la démarche. Voilà. Donc la démarche LMS en tant que telle, c'est une démarche quand on maîtrise son process, mais n'oublions pas qu'on a ce qu'on appelle la disruption, c'est-à-dire des acteurs qui arrivent par d'autres biais sur un marché qui est celui sur lequel on essaie de se positionner. Merci Thierry. Jérôme, Virginie, pour ce point-là, est-ce que vous voulez rajouter des choses sur les critères de choix? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le choix que vous avez fait pour la plateforme? Je ne sais pas si Virginie, tu veux répondre, mais… Non, vas-y, je te laisse répondre. Le choix de la plateforme, effectivement, il s'est posé, moi, surtout au regard du public que je visais. Alors, effectivement, la plateforme, on l'a nommée Andara, c'est une des planètes du film Avatar, mais l'objectif, ce n'est pas d'être James Cameron et pas d'avoir des effets technologiques dans tous les sens. Ce qu'on voulait, c'était quelque chose de simple qui
qui puisse à la fois être accessible d'un point de vue visibilité pour nos apprenants, sur lequel on sache qu'il y a un engagement facile, mais qui soit aussi, comme l'a dit effectivement, comme l'ont dit les deux Thierry, avec pas mal de capacités à venir y déposer nos supports. Et après, le choix, alors je peux vous dire que j'ai arpenté nombre de salons du learning et pour m'arrêter sur un choix. Et puis surtout, après, c'est aussi de trouver, alors moi, sur mon choix, c'était aussi de travailler avec quelqu'un qui m'écoute, parce que des fois, en fait, on a des vendeurs de LMS qui se font plaisir qu'à eux-mêmes et qui ne développent pas les besoins propres à la formation. C'est-à-dire que souvent, sur le marché, j'ai trouvé des outils, comme l'a dit Thierry, en fait, qui sont super, mais on ne s'intéresse pas à comment on va former, à qui on va former des fois. Et là, le choix de notre LMS, elle s'est aussi intéressée à l'autre société qu'on a rencontrée à l'époque, qui a fait évoluer son produit en fonction de nos besoins. Ça, c'était aussi important. D'accord, très bien, Jérôme. Hélène, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? C'est la même chose, c'est en fonction des contenus et de l'ergonomie pour que ce soit accessible à nos publics. Donc, ça me paraît essentiel. Et puis aussi toute la notion de l'accompagnement, encore une fois, de quelle manière je peux accompagner via la plateforme les apprenants. Voilà. Et puis aussi, enfin, je dirais quand même, nous, ça a aussi été la question du coût aussi. Faut pas non plus. C'est aussi une question importante dans le choix. D'accord, très bien. Alors, il nous reste 1 minute pour répondre aux questions. Il y a pas mal de questions qui ont été répondues soit en direct, soit au fil du webinaire. Nicolas, est-ce que tu as repéré? Alors, il y a un thème qu'on n'a pas vraiment abordé, c'est la question juridique. Notamment, on nous a évoqué la position de la CNIL et de la RGPD. Est-ce que vous pourriez réagir par rapport à ça? Alors, à quel niveau? Donc, si c'est par rapport, prenons l'exemple là, on est filmé ou par rapport à la collecte de données de nos étudiants? Par rapport à la collecte, je pense que c'était plutôt par rapport à ça. Alors, nous, c'est un point qu'on travaille de manière très active. En fait, on est lauréat de ce qu'on appelle un programme d'investissement d'avenir NCU là, qui se déroule sur 10 ans. Et dedans, on traite la question des learning analytics. Et la première chose qu'on a pris en compte dans ce traitement de ces learning analytics, c'est la question éthique. C'est-à-dire quelles sont les données que l'on va collecter et de quel droit les utilise-t-on et comment peut-on les mettre à disposition, comment travaille-t-on avec les enseignants pour qu'ils en soient d'accord? Parce que quand on parle de learning analytics, on peut aussi parler de teaching analytics, puisqu'on récupère des données que l'on peut exploiter par ailleurs. Et les données que l'on collecte par rapport aux apprenants, à qui on les expose? Finalement, on peut très bien dire, mais c'est pour le bien de l'apprenant que je vais les donner à un tel. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous, on implique nos apprenants dans les groupes de travail de manière à pouvoir déterminer quelles sont les données qui vont être collectées, quelles seront les finalités, mais l'apprenant étant toujours en capacité de dire « moi, je ne veux pas rentrer dans ce process-là ». C'est-à-dire, je participe au groupe de travail et je trouve que c'est bien d'avoir la donnée, par exemple, de présence aux enseignements ou d'avoir mes notes qui soient là ou le nombre de fois que j'ai fait telle activité, mais je ne veux pas les utiliser pour moi. C'est-à-dire qu'il y a un comité éthique qui est là pour valider l'ensemble et pour respecter cette loi au sens de la partie RGPD. On est vraiment très vigilant. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en amont de cette démarche RGPD, on a une démarche éthique. Et on est en conformité. J'ajouterais, non, j'ai parlé de l'expérience de Lille. À Lille, de toute façon, on applique la réglementation RGPD. Donc ça fait partie des obligations, comme d'ailleurs respecter les règles aussi de l'accessibilité, les règles RGGA 4, voilà. Tout ce que l'on fait, toutes les démarches de Learning Analytics, etc., sont de toute façon passent au crible en fait du DPO
qui analyse les données et dans le respect aussi effectivement des règles éthiques. Ça, c'est bon, voilà, c'est le passage obligé. Très bien. Et une dernière question, c'est existe-t-il des outils gratuits intégrables à n'importe quelle plateforme dans le cadre de vidéosurveillance des examens? Et sinon, dans le payant, est-ce que vous avez des préférences? Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai expérimenté pour précisément 110 étudiants avec Manage Exam. Donc, on a fait un examen télésurveillé qui nécessite, c'est assez compliqué malgré tout, parce que il y a pas mal de problèmes qui se posent. On doit d'abord demander aux étudiants s'ils acceptent d'être filmés pendant l'examen. On doit aussi s'assurer qu'ils ont bien le matériel. S'ils n'ont pas le matériel, on doit leur proposer un matériel éventuellement, ou bien leur proposer de venir. Mais là, en l'occurrence, c'était des licences d'hébreu et il y avait du monde, enfin il y avait des étudiants à travers le monde et donc c'était très compliqué de les faire venir. Donc ils ont dû s'adapter, ils ont joué le jeu, ils ont accepté. Donc ça c'était la première étape. Ensuite il y a une phase de test avec les étudiants, un examen blanc qui est toujours requis quand on fait passer un examen à distance. D'ailleurs, on l'a fait beaucoup dans le cadre du Covid, notamment pour les tests, pour s'assurer que tout va bien. Et après, on lance l'examen et puis après, on analyse, on analyse les résultats. Donc, c'est un cheminement particulier, ce qui fait que la société, en l'occurrence Manage Exam, qu'on a avec le partenariat de la FIED, Fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance. On a les résultats et on statue en jury en analysant les résultats en fait, de l'observation automatique par les dispositifs techniques. Et après, on évalue au cas par cas avec les étudiants. Alors, il peut y avoir parfois, par contre, une surveillance en direct il peut y avoir des surveillants en permanence. Là, ce n'est pas l'option on a pris. On a enregistré et fait marcher enfin, il y a une intelligence artificielle qui identifie les moments critiques, c'est-à-dire des suspicions de triche, qu'après on doit vérifier. Mais sinon, il peut y avoir des surveillants en permanence. Alors, sans passer par Manage Exam, il est très possible, de toute façon, on va aussi l'expérimenter, parce qu'il y a un coût, hein, ça représente 8 euros à peu près par examen, par étudiant. Donc, on peut le faire par Zoom. Mais là, évidemment, Zoom en laissant le son, et là, on peut faire des classes, on peut mettre des surveillants derrière, on peut même aussi enregistrer les séquences. Bon, voilà. Donc, il y a des solutions. Il y a même à Angers, il y en a qui ont expérimenté euh, la surveillance avec les smartphones des étudiants. C'est les étudiants qui ont joué le jeu, ils ont posé leur smartphone sur le côté et ils étaient filmés pendant leur présentation. Bon, voilà, il y a mille et une formes. Parfois, où les règles RGPD ne sont pas toujours respectées, mais parfois, l'urgence du moment fait que bon, bah, on fait passer les examens. Voilà. Mais en France, voilà, il y a eu des situations d'urgence qui ont été créées et qui ont parfois entraîné aussi des recours juridiques, des recours administratifs des étudiants. Mais globalement, Alors, Il y avait nous, on aussi. a testé, hein, pour compléter ce que tu dis, Thierry, nous, on a testé aussi cette surveillance par des surveillants avec Zoom. ouais. On a des retours qui sont intéressants, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est obligé de se lancer dans un protocole d'énoncé de contraintes en début d'épreuve, de manière à ce que les étudiants comprennent bien tout ce qui va se passer, parce que les surveillants sont simplement là pour noter ce qui se passe et puis essayer de déceler, je dirais, un comportement qu'ils estiment
non corrects, mais en fait, ils sont simplement là pour constater des faits. Et alors, c'est quelque chose de très, très, très complexe, puisqu'on peut être confronté aussi à des questions d'étudiants qui souhaitent sortir de la salle d'examen, c'est-à-dire ils souhaitent aller chercher un verre d'eau, ils souhaitent aller aux toilettes, il a fait tomber son crayon, il le ramasse. Finalement, quelle attitude doit-on avoir? Et ça demande derrière une exploitation qui n'est pas simple, parce que les faits qui sont remontés sont très, très nombreux. Donc, il faut vraiment cadrer au maximum. Et puis, deuxième chose, tout dépend de la caméra qu'on va utiliser et le plan que l'on va prendre avec cette caméra. Alors, certains demandent d'utiliser les deux caméras, c'est-à-dire d'utiliser la caméra, par exemple, d'un téléphone que l'on met qui prend un plan large de la salle, de manière à voir l'ensemble de l'environnement, de faire un zoom de la salle avant. Il y a des solutions professionnelles qui existent. Nous, on a essayé ces solutions-là. Bon, voilà, on est en train de les tester sur des petits effectifs et à partir d'ici 15 jours, on va les tester sur des plus grands effectifs. Mais je ne suis pas persuadé qu'on puisse en tirer quelque chose, surtout sur des examens qui sont cruciaux. Et dans ces cas-là, on prendra d'autres dispositions pour avoir des examens qui ne nous amènent pas sur des recours juridiques, justement. Alors, justement, pour compléter, parce que là, on est sur une approche techno, ensuite, là, on peut adapter l'examen pour justement éviter que ce soit un examen basé sur des connaissances qui impliquent donc, qui facilitent la triche. Si c'est un examen de mathématiques où toutes les données sont pensées aléatoirement pour l'ensemble des étudiants, ça rend très complexe la triche. Pareil pour un examen, on va dire, de philosophie. Et là, c'est un petit peu plus simple. La seule chose que l'on doit faire, c'est se mettre d'accord sur une heure de livraison, enfin d'affichage de l'examen et une heure de dépôt limite de l'examen. Et là, voilà. En fait, quand on est à distance, il faut savoir que déjà en présentiel, il y a de la triche, mais à distance, il y a forcément de la triche, mais ça peut être contrebalancé par la forme même de l'examen. Et là, c'est le talent des pédagogues d'aider justement les enseignants à construire des examens qui minimisent la triche en mettant plutôt l'accent sur le travail personnel et l'originalité de la production. On avait une toute petite question au niveau des certifications ISO par rapport au LMS. Est-ce que les LMS sont certifiés ISO ou pas? Comment? Je sais pas. Je pose la question. Je viens de passer sous un tunnel. J'avoue que je ne sais pas. Non, personnellement, on n'a jamais eu à le faire, mais il y a des certifications qui existent dans le monde de l'éducation, ça c'est sûr, mais on n'a jamais eu cette exigence. Alors, par contre, les organismes de formation, ça vaut peut-être le coup de se pencher sur la question. Il y a peut-être parmi les participants un juriste qui pourrait nous aider. En termes de certification ou d'ISO, non, en fait, c'est pas la plateforme, c'est l'outil c'est notre certificateur lorsqu'il vient auditer, là, notamment sur les dernières normes dites Calliope. Il regarde quel outil on utilise, les supports de cours, mais après, le choix du LMS ou le contenu même, c'est pas aujourd'hui, non, il n'y a pas de contrainte particulière. C'est surtout la pédagogie et la manière dont elle est dispensée qui est contrôlée. Oui, alors les OPCO, par exemple, ils vont contrôler si les étudiants se connectent, s'ils consultent les ressources et s'il y a un suivi des apprenants et s'il y a un dépôt de contenu de travaux. En fait, c'est ça, c'est le ministère, effectivement, c'est le ministère du Travail. Alors ça, c'est sur la partie financement qui nous dit qu'effectivement, il faut pouvoir prouver des temps de connexion, des jalons, donc des évaluations régulières pour pouvoir produire en cas de contrôle. Ça, c'est les deux je me souviens plus de la troisième contrainte, mais il y a trois contraintes pour faire valider notre système de formation à distance, pour se faire effectivement financer par le CO ou par n'importe quel type de financeur public. Écoutez, je vois qu'il y a énormément de questions qui se posent autour de la certification,
de la sécurisation même des cours, la sécurisation pour les examens. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait développer au cours d'un prochain webinaire parce que là, on ne va pas s'en sortir. Oui, la protection de l'enseignant. Bon, c'est vraiment la toute dernière question et puis après, on va vous laisser. Un mot sur la protection de l'enseignant. Contre quoi? Contre le fait de se retrouver en ligne sur Facebook, Non, mais ça a toujours existé. Même quand on est dans les amphis, les enseignants peuvent se faire enregistrer. Il y a il y a plusieurs années, il y a des enseignants qui ont été enregistrés avec un petit dictaphone et qui ont fait leur cours ailleurs, voire leur poly complètement écrit. Donc, la protection, bah là, voilà, on est exposé. On est exposé. Par contre, évidemment, quand on constate qu'il y a une infraction, ça doit être traité. Mais ça suppose que, par exemple, dans nos universités, et on n'en a pas systématiquement, il y ait un service qui soit complètement dédié à la veille sur ce genre de pratique. Ce que j'ajouterais, c'est que nous, on a inscrit ça dans le règlement des études. Oui. C'est-à-dire que les étudiants signent un règlement des études et s'engagent à ne pas diffuser, exploiter les ressources qui sont mises à disposition par les enseignants. Parce qu'effectivement, on peut par exemple interdire l'enregistrement d'une visio Zoom, mais on ne va pas empêcher l'internaute d'utiliser son smartphone pour l'enregistrer. Donc, de toute façon, il y aura toujours des moyens de récupérer ce que l'enseignant a mis à disposition et de le retrouver sur certains sites spécialisés, effectivement, qui vendent même les cours des enseignants. Il suffit d'aller dessus et vous trouverez certains cours vendus pour quelques euros. Mais par contre, il faut savoir aussi qu'on trouve de la vente de rapports de stage et qu'on commence à avoir de la vente de passation d'examen. Ah oui, carrément. Oui, oui. Oui. Mais bien. Bon, qu'un cours soit diffusé. Enfin, moi, j'aurais une certaine fierté à savoir qu'un cours que j'ai pu diffuser se retrouve sur le web. Bon, ça, c'est le versus positif, hein, bien sûr. Mais quelque part, c'est un honneur. On dira ça. Tout dépend quel site. Tout dépend quel site. Bon, on coupera en montage, hein, Isabelle. Comment? On coupera en montage. Hein. Ouais. Pour la petite histoire, moi j'ai toujours mes cassettes des années 80 des cours de Claude Dubar. Ah oui. Bien, écoutez, je pense que l'heure est venue d'apporter une conclusion. Je vous remercie beaucoup les échanges, alors à la fois pour vos éclairages, pour vos témoignages, pour tous les échanges aussi qui ont eu lieu et toutes les questions qui ont été posées, qui ont permis aussi de préciser des choses. On voit qu'il y a encore plein de questions qui mériteraient d'avoir un développement, mais là, pour l'heure, on va s'arrêter là. On vérifie bien, essayez de maintenir un contact sur LinkedIn, sur la Manca, parce qu'on mettra les éléments sur l'enregistrement du webinaire et puis on dira où on peut le retrouver. Voilà, il me reste à souhaiter à tout le monde un bon week-end, une bonne réflexion et à très bientôt.